Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. C'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau numéro de votre émission avec les nouvelles introductions dans la loi sur la charte des partis politiques au Togo. Que comprendre de ces introductions? Nous allons en débattre tout à l'heure avec nos invités sur ce plateau. Nous parlerons également des inondations que Lomé connaît ces derniers temps. Et nous clôturons avec les innovations avec les jeunes de Lomé. Nous focalisons sûrement sur un jeune qui fait parler de lui ces derniers temps de l'actualité. Merci de nous rejoindre sur ce plateau avec Ferdinand Ité, notre invité. Ferdinand, bonjour. Bonjour Zidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour aussi à lui. Voilà, je rappelle que Ferdinand, il est le patron du journal L'Alternative. Il a dit que Luc est là. Luc, bonjour. Bonjour Zidore, bonjour à tous nos amis qui nous suivent à chaque fois. Voilà, c'est un plaisir en tout cas. Et voilà, le plaisir est partagé. Je rappelle que Luc, il est chroniqueur, journaliste et analyste politique. Voilà, c'est avec eux que nous allons débattre des sujets que nous avons concoctés pour vous dans cette émission. Oui, Ferdinand, je commence avec toi. La semaine dernière, les députés ont voté une loi. Ils ont, c'est pas loi en tant que telle, ils ont revu la loi sur la charte des partis politiques et les nouvelles introductions. Que comprendre de ces introductions-là? D'abord, il faut préciser que après la présidentielle de 2020, on sait qu'il y a eu une crise électorale entre le pouvoir et la DMK, et la DMK dont le candidat réclamait la victoire, et donc il y a eu des arrestations, des gens comme Agbeoumé et tout ça ont été arrêtés, aujourd'hui sont en exil, et presque 2 ans après, le pouvoir a engagé des discussions à travers un cadre qu'ils ont appelé la CNAP ou bien la CNAP. Voilà. Sous la houlette du ministre de l'administration territoriale, on a rassemblé les partis politiques pour essayer de discuter, je pense, du cadre électoral, de revoir la charte des partis politiques. Et donc certains partis n'ont pas jugé y participer parce qu'ils estimaient que c'était un marché de dupes. La dernière fois à l'Assemblée nationale, le ministre de l'administration territoriale, Payadou Aboukouessi, après le vote de la loi, a tenu à préciser que ce sont les conclusions, ce qui a été fait ce jour, ce sont les conclusions des dernières discussions de l'ensemble de la classe politique. Bien sûr qu'il n'y avait pas l'ensemble de la classe politique, il y a ceux qui ont refusé d'y aller. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que dans la charte des partis politiques, il y a été glissé de nouvelles dispositions, notamment l'article 10 à son alinéa 3. D'abord, il faut lire l'exposé des motifs que le gouvernement a introduit, signé par Madame Tomeka. Et l'exposé des motifs dit clairement ceci: nul ne peut créer un parti politique s'il n'est exclusivement togolais de naissance. Nul ne peut créer un parti politique s'il n'est exclusivement togolais de naissance. Alors, ça, c'est dans l'exposé des motifs. Et plus loin dans la loi, spécifiquement, la loi dit: nul ne peut être fondateur ou dirigeant d'un parti politique s'il ne remplit les conditions ci-après. Être âgé de 25 ans au moins, avoir la nationalité togolaise d'origine, jouir de ses droits civils et politiques, être domicilié au Togo. Voilà expressément ce que l'article là dit
dans la nouvelle loi sur la charte des partis politiques. Bien évidemment, il y a un problème. Il y a un problème parce que ce n'était pas la disposition qui existait avant. Alors, on a rapidement fait un petit sondage auprès de ceux qui ont participé à ces travaux de la CNAP. Et les gens nous ont dit, il n'y avait pas cette recommandation dans les conclusions de la CNAP. Effectivement, les conclusions de la CNAP ont été publiées à l'époque. Je pense qu'il y avait une vingtaine ou quelque chose comme ça, point qu'ils ont arrêté. Il n'y avait pas cette disposition-là dans les conclusions de ces discussions qui ont eu lieu au ministère de l'administration territoriale. Ça veut dire en fait donc, que le ministre de l'administration territoriale dit quelque chose qui n'est pas vrai. Ça voudrait dire qu'ils ont introduit ça unilatéralement dans les conclusions des discussions qui ont eu lieu. Alors, le souci est là. Le souci, c'est qu'est-ce qu'on appelle ou qu'est-ce qui se cache derrière être exclusivement togolais de naissance? Ou quand on parle avoir une nationalité togolaise d'origine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est autour de ça qu'il y a aujourd'hui la crispation, le débat. On a le sentiment que les gens sont en train d'introduire ou bien ont introduit au Togo des dispositions d'exclusion qui n'ont pas fait recette ailleurs. Je dirais même que qui ont provoqué l'instabilité ailleurs. Et quand je le dis, je pense à la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays le plus proche de nous. Je pense à la RDC où récemment les faucons autour de Tshisekedi ont voulu introduire une disposition pour écarter Katumbi de la prochaine élection de 2023. Je pense que c'est en 2023 qu'il y aurait les élections au Congo. Pour ne citer que cela. Et donc, c'est quand même surprenant que aujourd'hui, des gens, je ne sais pas comment les qualifier, des gens se sont réunis dans leur laboratoire, ont sorti quelque chose d'assez scandaleux et dangereux qu'ils viennent d'introduire dans la loi. Et c'est ça qui est au cœur des débats. On attend la réaction des partis politiques, on attend la réaction des acteurs de la société civile. Nous, les journalistes, on essaie de regarder. On trouve quand même que c'est scandaleux qu'on mette des dispositions comme ça dans la charte des partis politiques. Maintenant, si le souci c'est de mettre de l'ordre dans la création des partis politiques, il paraît que le Togo en a plus de 100. Il faut rappeler que tous les partis politiques qui ont été créés depuis le début du processus électoral, tous ces partis politiques ne sont pas actifs. C'est comme vous prenez la presse. Si vous allez à la HAC aujourd'hui, on vous sort tout le registre des journaux qui ont été créés. Il y a plusieurs journaux qui ont disparu. Aujourd'hui, plus personne ne parle du parti politique de Jacques Amouzou. Plus personne ne parle du parti politique de je ne sais quel ancien baron et tout ça. Ces partis n'existent plus. Il suffit de prendre le registre et de regarder si ces partis politiques existent, de mettre de l'ordre, d'assainir le dispositif. Et puis après, bon, s'il y a de nouvelles dispositions à introduire dans la nouvelle charte des partis politiques, il faut que ça soit un consensus national. Mais que des gens se mettent dans leur laboratoire de façon unilatérale et glissent dans une loi, une disposition qui est exclusive, c'est vraiment glissant et dangereux pour la stabilité de notre pays. Merci beaucoup, Fapina. Est-ce que toi, tu peux comprendre pourquoi cette disposition maintenant? Justement, il faut simplement questionner l'opportunité d'une telle initiative en ce moment où le pays fait face à plusieurs urgences, où la population est dans une attente rigoureuse et sérieuse par rapport donc à la vie chère, par rapport à la crise de santé, de l'éducation, etc. Donc, je crois que le rôle du gouvernement, c'est de donner des réponses adéquates et au bon moment aux questions que la population se pose. Et donc, justement, cette question, elle est pertinente parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas quel est l'enjeu autour duquel s'organise justement cette question de modification de la charte des partis politiques. Mais au-delà de tout, je suis quand même frappé par d'abord l'initiative, mais surtout le commentaire qui en est ressorti. J'ai lu les tweets de la présidente de l'Assemblée nationale à la suite de ce... Vous me permettez de relire ça très rapidement. À la suite de ce vote, elle a fait un tweet où elle dit « La principale vertu de notre travail de ce jour, c'est d'avoir soutenu les solutions adéquates proposées par le gouvernement pour rénover le système politique et électoral de notre pays. »
Nous encourageons le gouvernement à mettre en œuvre ces modifications afin de traduire dans la réalité la noble ambition du président de la République, son Excellence, M. Faure Sosona Gnassingbé, en faveur d'un agenda collectif de paix, gage d'un développement durable et inclusif. Je suis très intéressé par la notion d'inclusivité, parce que j'observe précisément que cette loi a tout le caractère exclusif à tout point de vue. Parce qu'à partir de l'instant où on restreint la marge qui permet à un individu de créer un parti politique, je considère cela comme une exclusion des individus. Et ça veut dire tout simplement que lorsque vous êtes un binational, c'est-à-dire vous avez deux nationalités par exemple, quand bien même vous avez la nationalité togolaise, vous ne pouvez pas créer un parti politique. Voyez-vous? Donc, à partir de cet instant-là, ce n'est pas un gage de développement durable, de paix et d'inclusion. Je suis désolé. Alors, précisément, cette notion d'inclusion m'intéresse. Pourquoi? Parce que il suffit de regarder un peu la nature. La nature est marquée par la diversité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments différents les uns des autres. Mais ce qui fait la force de la nature, c'est le caractère complémentaire. C'est-à-dire le fait que la nature organise des choses de manière que elle inclut toutes ces créatures-là qui finissent par créer l'harmonie de la nature. Voyez-vous? Et donc, nous devrions pouvoir être capables d'imiter ce qui nous entoure et qui montre que c'est l'inclusion qui crée la force d'une nation. Si vous ne travaillez pas sur l'unité nationale, sur la cohésion sociale, sur les gages de paix précisément, parce que lorsque quelqu'un est ressortissant d'un pays, il ne peut pas admettre qu'il soit exclu de certaines activités, pour la simple raison qu'on lui prête des intentions, ou du moins on le juge comme s'il était un demi-togolais par exemple. Voyez-vous? Donc dans ces conditions-là, il y a quand même un problème, et je considère que nous avons ce devoir, en tout cas les gouvernants ont ce devoir de travailler sur l'unité du pays, sur la cohésion sociale, en ayant en permanence un regard bienveillant sur l'ensemble des citoyens. Cela m'amène d'ailleurs à revenir sur le regard qu'il faut regarder sur l'être humain en tant que, c'est-à-dire quel qu'il soit. Tout le monde, tous les savants, tous les spiritualistes nous ont toujours dit que l'être humain est une richesse et une source de richesse. Autrement dit, c'est nous, en tant qu'individus, qui imprimons la dynamique de l'évolution, la dynamique de développement, la dynamique de toutes les transformations qui peuvent caractériser l'espèce humaine. Alors, si nous, entre nous, nous avons cette propension à nous regarder en chair de faïence, à mettre la méfiance entre nous, à créer des conditions de division et de démobilisation, c'est clair qu'on va faire du surplace et qu'on ne pourra pas justement réussir le pari de nous construire d'une façon dynamique et unitaire. Donc j'ai le sentiment que cette loi, ces modifications-là rendent compte de l'état d'esprit de nos dirigeants, qui est de se méfier de certains citoyens et de faire en sorte à prôner une forme d'exclusion des autres, parce qu'on voit en eux une sorte de menace éventuelle, parce qu'on considère que quelqu'un qui est, par exemple, à l'extérieur, qui joue de deux nationalités, etc., peut-être a plus de marge éventuelle pour engager le combat politique qui pourrait créer un problème au gouvernement actuel, etc. Donc, cette culture de méfiance montre donc que nous ne sommes pas en confiance. Or, pour développer nos pays, nous devons d'abord être animés par une confiance intérieure et en même temps travailler pour que les citoyens soient suffisamment épanouis et vivent aussi en confiance dans cet espace-là qui est le nôtre. Mais moi, je ne comprends pas très bien pourquoi on est autant attaché à ce concept du pouvoir comme si c'était une fin en soi, et puis on s'attache au Togo comme si le Togo... Mais écoutez, ce que nous appelons le Togo aujourd'hui, c'est ce que le blanc colonisateur a décidé administrativement de nous attribuer, comme notre pays. Donc, l'intelligence nous impose de comprendre qu'en fait, ce n'est pas la nature qui nous a imposé cet espace-là. Et que si nous voulons grandir, il va falloir sortir des carcans qui nous ont été introduits dans le mental par le colon et faire en sorte à être plus ouverts et plus attachés aux valeurs humaines et faire plus confiance à l'être humain, de sorte à ressortir d'autrui les valeurs qu'il a,
les qualités qu'il a, les atouts qu'il a et que peut-être nous, on n'en a pas. Donc, il va falloir penser à comment se compléter plutôt que de penser à comment diviser les citoyens à cause des calculs politiques, à cause du fait que nous considérons le pouvoir comme une fin en soi, comme si c'était la fin de l'évolution de l'être humain. Moi, je suis quand même peiné d'observer cela, surtout en ce 21e siècle, où tous les murs sont en train d'être démolis et où l'humanité se planétarise et tout le monde comprend que on est des citoyens de l'univers, on doit pouvoir compter les uns sur les autres pour pouvoir évoluer. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Et Ferdinand, bizarrement, c'est après presque 18 ans de pouvoir qu'on sort ces dispositions-là. Mais c'est quand même bizarre. Oui, il faut dire les choses clairement. Il ne faut pas user de la langue de bois. Et ce qui se passe là, c'est 2025 que les gens sont en train de préparer pour sécuriser le fauteuil de Faure Gnassingbé pour un 5e mandat. Il ne faut pas se faire d'illusions. On est en train d'éliminer des potentiels concurrents. Et on redoute que des gens de l'extérieur puissent débarquer avec des projets ou des intentions de participer aux élections présidentielles. Donc on est en train de verrouiller l'espace public, on est en train de verrouiller le système électoral à travers l'introduction de cette nouvelle disposition-là. C'est ça qui est vraiment triste, mais c'est aussi dangereux. C'est dangereux, c'est triste parce que, d'abord triste parce que en 2025, Faure aura passé 20 ans au pouvoir. En 2025. Après 38 ans ou 40 ans de son père. Donc, si on fait le calcul facilement, 40 ans du papa, 20 ans du fils, on est à 60 ans de pouvoir pour une seule famille, à 63 ans d'indépendance. C'est quand même un scandale pour notre pays. Et donc, quand quelqu'un passe 18 ans ou 20 ans au pouvoir, ce n'est pas en ce moment que vous verrouillez le système pour lui permettre de rester ad vitam aeternam. Mais ça sort quand même de l'entendement. Cette disposition qui vient d'être prise, elle ne frappe pas seulement les Togolais, soi-disant opposants, ou quoi. Ça frappe tous les Togolais qui ont le privilège d'avoir une autre nationalité en dehors de la nationalité de leur pays. Et ça, c'est lié aux contingences de la vie humaine, c'est lié aux contingences de l'histoire. Vous prenez plusieurs barons qui sont dans UNIR aujourd'hui, et on sait qu'ils ont la double nationalité. Tous leurs enfants qui sont à l'extérieur en train d'étudier ont la double nationalité. Les gens s'en enorgueillissent d'ailleurs. Je suis américain, je suis canadien, je suis français. Et donc ces gens-là, demain, ne peuvent pas prétendre légitimement diriger le Togo. Il y a quand même un problème. Et vous prenez tous ceux qui sont partis. Le Togo a au moins 2 millions de personnes dehors. Au moins. Ceux qui sont en Afrique comme ceux qui sont en Occident ou je ne sais où en Asie. Et tous ces gens-là, en dehors de ceux qui sont en Afrique, mais beaucoup plus ceux qui sont en Occident et en Asie, ont la tendance d'acquérir la nationalité de leur pays d'accueil pour pouvoir leur faciliter un certain nombre de choses. Et donc tous ces gens-là, nous avons fait des débats ici la dernière fois en disant la diaspora togolaise c'est environ 10% du PIB, contribution. Entre 450 et 500 milliards chaque année que la diaspora injecte dans l'économie du pays. Et sans la diaspora, la pauvreté dans ce pays serait encore plus endémique que ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, c'est ces gens-là qui apportent un soutien financier, plus que l'aide publique au développement, que vous voulez exclure du débat politique après leur avoir refusé le droit au vote. C'est quand même dangereux ce qui est en train de se passer là. Et lorsqu'on nous dit le Togo est un pays de paix, de stabilité, justement, ces genres de dispositions ne renforcent pas la cohésion sociale, ne renforcent pas le vivre ensemble, ne renforcent pas la solidité de l'État-nation que nous voulons créer. Comment se fait-il que des gens peuvent s'asseoir et réfléchir, et penser, et décider d'introduire une disposition exclusive dans la Constitution qui d'ailleurs a causé des dégâts en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire continue de se chercher jusqu'à ce jour. Je rappelle à tous ceux qui ont parfois un souci de mémoire que nos grands-pères qui ont lutté pour cette indépendance, pour l'indépendance du Togo, le Togo d'ailleurs que Luc vient de décrire en disant c'est une fabrication du colon, évidemment, c'est par rapport aux contingences de l'histoire qu'on a dans notre pays là, ceux qui se sont battus pour que ce pays soit indépendant, c'est des gens qui avaient plusieurs nationalités. C'est des gens qui avaient plusieurs nationalités. Ceux qui se sont battus pour que le Togo devienne un pays indépendant dont nous nous jouissons aujourd'hui, c'est des gens qui avaient plusieurs nationalités. Des gens étaient togolais
ils étaient Dahoméens, les gens étaient Togolais, ils étaient Ghanéens, les gens étaient Togolais, ils étaient voltaïques, les gens étaient Togolais, ils étaient français. Mais ils se sont battus pour l'indépendance de ce pays en privilégiant leur terroir. Alors, que vient chercher les questions de nationalité? Surtout que la Constitution fixe les conditions d'obtention de la nationalité togolaise. La nationalité togolaise s'obtient par filiation, soit par le père, soit par la mère. On n'a jamais parlé de questions d'origine ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce qu'on met dans être togolais et d'origine? Ça ressemble à quoi? Pendant que nous avons des contingents sociaux, on a une crise qui frappe les citoyens, on a des problèmes. Pendant que les autres pays sont en train de nous laisser sur le carreau, nous n'avons pas d'innovation, on ne réfléchit pas assez, on n'a pas de projet. Tout ce qui nous intéresse, c'est de sécuriser le pouvoir de quelqu'un en 2025, quitte même nous-mêmes qui sommes dans le système, à être spoliés de nos propres ambitions. Parce qu'aujourd'hui, avec cette loi-là, même les gens qui sont dans UNIR et qui ont la double nationalité ne peuvent pas prétendre c'est pas à l'élection présidentielle. Ils ne peuvent même pas prétendre diriger un parti politique dans ce pays-là. Je pense que il faut qu'on se dise la vérité. Ce qui se passe n'est pas vraiment bon. Quand ce n'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Et je suis convaincu que même dans le pouvoir, des gens, ils savent que c'est pas bon, mais comme ils n'ont pas la liberté d'exprimer leurs opinions, c'est des gens qui parlent derrière le rideau, sous cap, on dit oui, c'est pas bon, mais on n'a pas le choix. Mais vous ne pouvez pas être des députés et aller à l'Assemblée voter une loi qui consacre l'exclusion à l'unanimité. À l'unanimité en plus. Ça veut dire que tous les députés de toutes les tendances, on savait que l'Assemblée nationale était déjà monocolore, même si on a mis quelques accompagnateurs, mais là, ils l'ont voté à l'unanimité. Est-ce que les gens réfléchissent un peu? Est-ce que les gens se disent l'ampleur de la gravité de l'acte qu'ils sont en train de poser? Ne serait-ce que pour même la cohésion sociale dans ce pays-là. Ne serait-ce que pour la cohésion sociale dans ce pays-là. Donc nous pensons que cette disposition n'est pas la bienvenue. Et le Togo qui veut aller faire des médiations dans les autres pays pour amener des acteurs des autres pays à être en paix, à mettre les gens ensemble, le Togo ne peut pas se permettre de faire de l'exclusion dans son pays et être médiateur ailleurs en consacrant ce qui se passe aujourd'hui par cette loi-là. Et j'ai interpellé quelques personnes, je dis mais est-ce que ceux qui votent la loi pensent à eux-mêmes? Luc m'a donné même la réponse tout à l'heure avant qu'on rentre au studio. Il dit que comme ils votent la loi pour une personne, alors qu'on sait que la loi est impersonnelle, le jour où la personne ne sera pas là, ils vont la modifier pour eux-mêmes maintenant. Ça veut dire qu'ils sont conscients que cette loi-là, eux-mêmes, ils peuvent pas, c'est une loi qui les frappe eux-mêmes. Mais comme on le fait juste, on taille la loi pour qu'une personne continue de rester au pouvoir le plus longtemps possible sans leur dire rien. L'essentiel, c'est qu'eux tirent leur subside du régime et le jour où, la personne ne sera plus là, eux, ils vont manifester leur ambition. C'est dangereux pour un pays. Et les Togolais doivent comprendre que c'est 2025 qui se joue là. C'est 2025 qui est en train de se jouer là. Le pouvoir est dans l'anticipation. Il ne veut pas se laisser surprendre par qui que ce soit. Certainement qu'ils ont eu des échos que peut-être dans la diaspora, des gens s'organisent pour descendre au pays, peuvent être menaçants pour eux. On ne veut prendre aucun risque, on écarte tout le monde pour garantir le fauteuil à celui qui est dedans maintenant et qui n'est pas prêt de le lâcher. Et c'est vraiment dommage pour notre pays parce que quand Yahi Boni était encore là, Yahi Boni est parti, Faure est là, Faure était là quand il y avait Gbagbo, Gbagbo est parti, il est là, Faure était là, il y avait John Koufou ou je ne sais pas, Tamis, je ne sais plus quoi, ils sont partis, Tamis, il est toujours là. Et Talon va finir son deuxième mandat et il va peut-être partir. Roch est venu, je parle du Burkinabé, il est reparti. Il y avait Mamadou Sifou, ils sont partis. Mais lui, il est là, il restera jusqu'à quand? Il restera jusqu'à quand? C'est ça le débat qu'il faut poser. Et tous les Togolais doivent poser ce débat-là. Pourquoi nous, si c'est un royaume, c'est vrai que ça ressemble à un royaume, il faut désormais fixer les attributs du royaume. On sait que on est dans un royaume et puis c'est bon. Et donc ceux qui peuvent rester dans le pays restent, ceux qui ne peuvent pas, ils prennent leur bagage et puis ils laissent le royaume à ceux qui veulent rester dans le royaume. C'est ça. Sinon c'est une loi vraiment qui est dangereuse et je trouve vraiment maladroit la sortie de la présidente de l'Assemblée nationale qui semble dire le contraire de ce qu'elle vient de faire. Et c'est vraiment dommage. Ça veut dire que les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Exactement. Non mais vous savez, j'avais une naïveté quand
le ministère des Affaires étrangères a initié le recensement des gens de la diaspora. Il y a eu des gens dans la diaspora qui ont trouvé cela suspect, et qui ont commencé à commenter. J'ai dit non, mais écoutez, vous faites partie de notre patrimoine, vous faites partie du patrimoine togolais. Il est normal qu'on puisse avoir une idée de combien de nos frères, de nos sœurs sont à l'extérieur. Et donc je trouve que franchement c'est une belle initiative qui est prise par le ministère des Affaires étrangères, parce que l'État vous reconnaît comme étant des ressortissants togolais et donc un bien du Togo. Et donc, on sollicite, il a rappelé opportunément que la diaspora contribue entre 400 et 500 milliards de francs CFA chaque année pour le vivre même des citoyens togolais. Comment il se fait donc qu'on recourt à des gens de la diaspora, on compte sur eux pour aider le pays, on leur demande même de venir s'installer, d'apporter leur expertise et tout. Et quand il est question de l'exercice du pouvoir, on a une tendance manifeste à les exclure. Il y a une contradiction. Et cette contradiction est quand même sérieuse parce que je me dis, mais comment nous regardons l'autre? Est-ce que nous voyons la richesse en lui? Est-ce que nous constatons qu'il est capable de nous compléter? Est-ce que nous avons conscience que nous ne sommes pas des êtres parfaits et que nous devons être complètes? Pour être efficace, on doit être complété par l'apport de l'autre. Voyez-vous? Donc, il y a même un autre dispositif dans cette loi où on pousse les membres fondateurs de 30 à 60. Et donc, dans l'exposé de motifs, oui, c'est de 30 à 60 les membres fondateurs d'un parti politique. Et donc, l'argument qui est servi par Madame le Premier ministre, c'est que la population togolaise est en train de s'accroître et que bon, il y a des préfectures qui se sont ajoutées. Tout ça, on a doublé. Bon, alors, si on doit rester dans cette logique-là, cela veut dire que d'ici 2050, on va porter le nombre des fondateurs à 120. Sinon même plus, parce que toutes les études montrent clairement que la population africaine va être doublée d'ici 2050, et notamment celle du Togo, puisque la nôtre est en train d'évoluer plus vite. Et on avait parlé de la densité de la population togolaise, qui est la plus élevée dans la sous-région. Donc, on va pousser à chaque fois le chiffre, peut-être qu'on va atteindre 1000 un jour, parce que la population togolaise aura atteint 15 millions de personnes. Voyez-vous? Donc tout cela, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on s'organise, qu'on commence à capitaliser le potentiel humain qu'on a. Où qu'il soit, et quel qu'il soit, une fois que c'est un être humain, il a un apport évident à apporter. Et puis il faut aussi qu'on comprenne que le pouvoir, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que vous êtes appelé en fait à rendre service, à travailler pour votre communauté, à vous sacrifier à la limite pour le bien commun. Si vous êtes dans cet esprit-là, vous n'allez pas l'utiliser comme une propriété privée. Comme si sans lui, vous n'aurez plus de vie, ou alors votre vie n'aurait aucun sens. Moi, ça me cause fondamentalement un problème. Et puis, c'est ça qui explique que les gens courent aussi naïvement à des titres, derrière les titres. C'est-à-dire qu'on a envie d'être nommé. On a envie, alors qu'en fait, pour mieux apporter une contribution efficiente au devenir de la nation, ce n'est pas par dénomination. Je suis désolé, ceux qui créent la richesse du pays et dont les gouvernants s'emparent par moment, ce ne sont pas les dirigeants. Ce sont les entrepreneurs, ceux-là qui, par leur fertilité d'esprit, par leur génie, entreprennent, créer des conditions pour évoluer, pour s'épanouir eux-mêmes, tout en épanouissant justement tous ceux qui se laissent dans tout, tous ceux qui travaillent avec eux. Donc, ça veut dire que le vrai pouvoir, en fait, ce n'est pas le fait de jouir des dividendes qui sont générés par les citoyens, mais c'est d'être capable de créer par soi la richesse et donc de contribuer au meilleur devenir de la société elle-même. Donc, je suis désolé, mais je crois qu'il faut que nous commencions à ouvrir notre esprit et à changer le regard que nous portons sur cette question de pouvoir et à faire en sorte à ce que l'être humain soit la première richesse sur laquelle nous comptons. Il ne faudrait pas qu'on travaille pour brimer l'être humain, pour l'étouffer, pour l'empêcher d'avoir la marge qui lui permet de faire valoir les facultés dont il a été doté naturellement par le Créateur. Parce que dans cette attitude-là, nous sommes en train d'étouffer une œuvre de Dieu. Voyez-vous? Et ça, c'est très grave parce que nous compromettons dangereusement les principes qui régissent le vivre ensemble, qui régissent
le fonctionnement même de la nature, et puis ben, tout le monde va s'en rendre compte parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, le monde se planétarise et tout le monde sait tout ce qui se fait ailleurs. Comment les autres procèdent pour s'épanouir, pour grandir, pour évoluer, pour construire des nations solides. Alors que j'ai suivi une émission ce matin où un expert disait que mais en 1960, le Togo était plus avancé que la Corée du Sud. Ouais. Ah oui, à plusieurs points. La plupart des pays africains d'ailleurs. Aujourd'hui, et pourtant la Corée du Sud n'a aucun minerai, n'a aucune ressource naturelle, rien que par l'usage de l'intelligence, du génie coréen, aujourd'hui, la Corée du Sud est en avance sur des dizaines de pays dans le monde. Voyez-vous? Parce qu'ils utilisent les services humains, de l'être humain, pour pouvoir avancer tout simplement. Donc, il vaut mieux focaliser notre attention sur comment faire pour capitaliser le potentiel humain, pour le rendre plus utile, plus efficace. Parce que notre vocation, en fait, c'est d'évoluer. Ce n'est pas de stagner, ce n'est pas de nous complaire dans les titres, et dans la gloire, dans les flatteries, et dans un enrichissement immoral et tout. Ça ne rend pas compte, en fait, de nos valeurs, de nos qualités, de notre capacité à valoriser les atouts dont le Créateur nous a dotés. Donc, moi, je trouve que c'est un peu puéril de s'accrocher à des choses qui, en réalité, ne nous appartiennent pas. Si tu crées une entreprise et tu veux être le DG de cette entreprise jusqu'à la fin de sa vie, on peut encore te le concéder. Parce que c'est ton œuvre, c'est ton génie, etc. Mais à partir de l'instant où il est connu et admis que le pouvoir appartient au peuple, il est malsain de vouloir s'y accrocher, surtout par des méthodes qui ne sont pas quand même orthodoxes, qui ne sont pas saines, qui ne rendent pas compte d'une certaine densité de la personne. Mais si nous sommes tant sûrs que le fait que nous y soyons est le fruit de la volonté du peuple, pourquoi donc multiplier des astuces pour empêcher les gens de compétir? Je pense que ce n'est pas l'attitude d'un vrai garçon. Le garçon ne s'affirme que par la compétition. Et donc une compétition qui est franche et sincère. Voilà. Et qui montre que tu as vraiment vaincu. Et là, c'est là où tu vas trouver toute ta fierté. Que ce soit dans le contexte du combat ou ailleurs. Lorsque tu ne t'affrontes pas véritablement à des adversaires que tu vas vaincre, en réalité, tu ne rends pas compte de la différence que tu incarnes, en fait. Et donc, notre seule fierté, c'est de pouvoir marquer la différence dans les domaines où nous sommes. Et dans le contexte d'une gouvernance d'État, la différence, c'est sur les résultats. Est-ce que la société togolaise est en train de s'épanouir? Est-ce que nous sommes en train de consolider les bases de la démocratie pour laquelle dans laquelle nous sommes engagés il y a plus de 30 ans? Est-ce que nous sommes en train de construire des géants, de faire en sorte qu'il y ait du rêve autour de la société togolaise? Qui nous envie aujourd'hui? Et sur quel point? Voilà des questions pertinentes que nous devons nous poser. Et puis à partir de ce moment-là, on comprendra bien sûr nos limites et chercher en même temps des solutions pour les réparer. Et puis bon, nous compléter par les autres. Tout simplement. Et puis on avance. Personne n'est éternel. Je pense qu'on se considère trop. Voyez-vous, je crois qu'il faut qu'on comprenne que nous sommes de minuscules, infinis, décimales créatures dans un ensemble plus élargi. Quand vous êtes conscient de ça, vous comprenez que vous n'êtes pas le cœur de l'humanité. Vous n'êtes pas le cœur de l'univers. Et que bon, vous n'êtes qu'un être passager. Votre rôle, c'est d'impacter votre environnement. Et puis donc, de partir par la suite. Parce que vous n'avez pas de choix de toute façon. Mais il faut partir dans la noblesse. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter deux ou trois choses. Il sert à quoi, par exemple, de dire qu'il faut être exclusivement togolais de naissance ou d'origine? Et une fois qu'on est au pouvoir, on va aller chercher des blancs qu'on met dans les cabinets, comme on le voit souvent dans nos séminaires gouvernementaux, les Carlos Lopez qui ont 3 nationalités, c'est pas européens, américains, capverdiens, les Dominique Strauss-Kahn qui ont des nationalités, les Germanos, toute la bande des Béninois, des Burundais, des Rwandais qui étaient à la présidence togolaise, et certains ils sont toujours dans ce pays. On a fait diriger une institution de souveraineté, l'OTR, par un Rwandais. Exactement. Par un Rwandais. La principale régie financière. Oui, la principale régie financière. C'est de souveraineté. C'est une institution de souveraineté. Par un Rwandais. Bon, ça sert à quoi d'écarter les Togolais, des vrais Togolais,
et d'aller chercher comme conseiller ces barbouzards-là qu'on nous montre souvent à la télé, qui sont au cœur des discussions de notre nation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a conseil des ministres, nous sommes indépendants il y a plus de 62 ans, mais quand il y a conseil des ministres chez nous, on retrouve à la table du conseil des ministres des Blancs et des étrangers qui décident de notre sort. Bon, ça sert à quoi de parler de nationalité quand on est soi-même entouré d'étrangers qui décident dans le pays? C'est ça le paradoxe. Alors que ces étrangers-là, les prestations qu'ils viennent faire, les Togolais peuvent le faire aussi. Parce que quand on parle de la diaspora, sinon mieux, quand on parle de la diaspora, nous avons tendance à parler dans la diaspora que on a tendance à parler comment vous dites ça, d'argent. La diaspora, c'est aussi l'expertise. Ce n'est pas seulement les transferts d'argent au pays, c'est l'expertise. Il y a des gens qui sont formés, sinon bien formés dans la diaspora, qui rivalisent les grands groupes, les blancs et tout ça. Il y a les réseaux, il y a les relations. Donc la diaspora, c'est tout un ensemble de richesses qu'il faut pour notre pays. Donc, cette histoire de nationalité, c'est une fuite en avant. Et rappelez-vous, je pense que dans le code électoral, il avait été dit, si vous avez la double nationalité, il faut renoncer à la nationalité étrangère. Je pense qu'il y avait eu un débat comme ça, où certains ont engagé même des procédures pour renoncer à leur nationalité avant de compétir. Comme ça, cette disposition suffit. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas pour les gens. Ils ont corsé ça maintenant. Il faut être Togolais d'origine. C'est eux qui vont interpréter ce qu'ils entendent par Togolais d'origine. C'est-à-dire c'est eux qui vont interpréter ça. Parce qu'eux savent déjà ce qu'ils ont mis dedans. Togolais d'origine. Or, nous sommes un pays, lui qui vient de le dire, qui est un couloir façonné par l'histoire, où les peuples sont de part et d'autre des frontières, et où les gens parlent la même langue tout autour des frontières, où les gens vont et viennent. Les gens meurent ici, on les enterre de l'autre côté, et vous vous levez un matin pour dire oui, il faut être Togolais d'origine. Qu'est-ce qu'ils appellent pas Togolais d'origine? C'est quoi on appelle Togolais d'origine? Alors là, on va retourner dans l'histoire, avant même l'arrivée des Blancs, pour voir si même il y avait un pays qu'on appelait Togo, ou un espace qu'on appelait Togo ici, qui sont ceux qui étaient sur ce territoire-là, et qui leur délivraient le papier à l'époque. Je pense que quand on est un dirigeant consensueux, et on veut préserver l'avenir du pays, on lutte pour le bonheur du peuple, on arrête de fabriquer des fous fuyants comme ça, et on gère le pays depuis bientôt 20 ans, on fait le bilan, si le peuple dit, honnêtement, vous avez bien travaillé, le peuple va vous renouveler le mandat. Mais c'est une lâcheté que, avant même la compétition, on écarte même les éventuels adversaires par des lois. Ici, soit si on ne fait pas la fraude, si on ne bourre pas, si on ne change pas le fichier électoral, on bourre les urnes, on tape les gens à la proclamation des résultats. Maintenant, on ajoute un nouveau élément, on écarte les adversaires potentiels avant même le début de la compétition. Ce n'est pas sérieux ça. Donc voilà moi ce que je pense de cette disposition-là. Et ça ne nous fait pas grandir. Luc vient de le démonter totalement. Le pouvoir, ce n'est pas une fin en soi. C'est d'abord même une grâce de devenir chef d'État parmi 8 millions de personnes. Vous faites votre temps, vous partez, vous laissez un autre citoyen venir le faire. Et le peuple a toute la latitude de faire des comparaisons. Aujourd'hui, si vous allez au Bénin, on sait ce que Yahi Boni a fait, on sait ce que Talon est en train de faire. Si vous allez au Ghana, on sait ce que Mahama a fait, on sait ce que comment l'appelle-t-on Ado est en train de faire. Ce n'est que dans la compétition que le pays évolue. Mais si vous bloquez le pays, vous fermez le pays, vous jetez la clé dans la mer, et que personne n'a accès à la salle, soit c'est vous, ces personnes, ce pays-là ne va pas avancer. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient que le Togo n'avance pas. Et donc, le problème du Togo aujourd'hui, pour ceux qui sont en train de se battre pour la conservation du pouvoir, rien que la conservation du pouvoir, il faut qu'ils comprennent qu'à un moment donné, ils seront au pied d'un mur. Je ne sais pas quelle sera la taille du mur, mais ça va être compliqué. En tout cas, on espère que ce ne sera pas la grande muraille de Chine. Le Togo n'avance pas, comme l'a dit tout à l'heure Ferdinand. C'est pourquoi depuis quelques jours, nous assistons encore à des inondations dans notre capitale. Nous allons en parler tout à l'heure, mais une pause.